Oui, je dois avouer que Maha Brice, au fur et à mesure que le temps passe, Maha Brice ne fait que convaincre, ne fait qu'entrer dans le cœur des Camerounais. Moi, déjà, je suis d'accord avec lui, je suis de tout cœur avec lui. Vraiment, sa sérénité est impressionnante. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas savoir, quand on le voit au stade, on ne peut pas savoir qu'il y a actuellement un conflit qui le lie un conflit entre lui et le ministère contre la FECAFOOT. Moi, je vais dire, sa sérénité est impressionnante. Son professionnalisme n'est plus à démontrer. C'est-à-dire que quand il se place même sur le banc de touche avec le staff de la FECAFOOT, on ne peut même pas imaginer qu'il y a un conflit. Il essaie de tout faire pour être professionnel. Pour lui, son objectif est clair. Lui, son objectif, c'est la victoire. Quel que soit ce qui se passe, quelle que soit la personne qui est assise sur le banc de touche, ce n'est pas son problème. Lui, il reste focus sur ses poulains, sur son équipe, sur son système de jeu et tout. Vraiment, c'était impeccable. Il a fait des remplacements efficaces des remplacements qui interviennent au bon moment et au bon endroit. C'est-à-dire que les 3 joueurs qui ont été remplacés c'était vraiment utile. Quand je pense par exemple au remplacement de Nourou Tolo, au remplacement de Onla et au remplacement de Bazogor, c'était vraiment efficace. Quand on a vu comment le match a changé de phase, il y a eu un peu de vitesse dans le jeu lorsque Koudou est entré à la place de Bazogor, lorsque Ivan Neyou est entré à la place de Onla, c'était parfait. Et je dois avouer, je dois reconnaître que vraiment Maha Brice, je suis impressionné par sa bonne collaboration avec les footeurs de trouble, que ce soit du côté du MINSEP, que ce soit du côté de la FECAFOOT. Je veux dire, ce comportement ou alors cette collaboration est vraiment à féliciter. Vraiment plus professionnel que ça n'existe pas. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de 2 thèmes. Je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 2 thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donner mon avis par rapport à la rencontre qui a eu lieu il y a quelques jours entre l'équipe nationale du Cameroun et l'équipe nationale de la Namibie. Je dois avouer que c'est un match qui a failli ne pas avoir lieu. Tantôt, ça devait avoir lieu à Japoma, tantôt, ça devait avoir lieu à Yaoundé. Et finalement, le match a eu lieu à Garoua. Il y a eu tellement de rebondissements. Depuis que la deuxième phase du conflit entre le MINSEP et la FECAFOOT a commencé, et je ne me suis pas exprimé. J'attendais d'abord, j'attendais un peu de bien comprendre la situation puisqu'il y a eu tellement de rebondissements et il était difficile de prendre position. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo non seulement pour décrypter le match Cameroun-Namibie, mais aussi pour donner mon avis par rapport au conflit entre le MINSEP et la FECAFOOT. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, en premier, je vais d'abord aborder le match proprement dit. Je vais analyser déjà la performance de chaque joueur pendant ce match. C'était un match intéressant, je dois le dire. Il y a eu quelques petites choses voilà, qui n'ont pas fonctionné, mais en gros, ce qui compte, c'est la victoire. Par la suite, je vais également analyser la performance du coach, qui n'était pas mal. Et je vais donner mon avis par la suite sur le conflit qu'il y a entre la FECAFOOT et le MINSEP. À la fin, je donnerai également mon avis par rapport à l'entrée en scène maladroite des U20 dans ce conflit. Je pense que c'était inutile de faire entrer l'équipe nationale du Cameroun de moins de 20 ans dans la scène, puisque voilà, cette équipe ou alors l'équipe nationale du Cameroun des U20 n'est pas concernée par ce conflit. Et j'ai trouvé ça, voilà, c'est comme si on crée un conflit dans un conflit. Je vais donner mon avis par rapport à ce conflit. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite juste après le générique.
Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais décrypter le match du Cameroun contre la Namibie qui a eu lieu à Garoua il y a quelques jours. Comme j'ai dit, il y a eu tellement de rebondissements pour ce match et à la dernière minute même, j'ai cru que ce match ne devait plus avoir lieu. Et donc, du coup, j'ai été agréablement surpris que finalement le match a eu lieu. Dieu merci pour l'équipe nationale du Cameroun. Malgré ce désordre, le Cameroun a remporté le match. Voilà. Pour ce match, Marc Brice a donc décidé d'opter pour le système de jeu 4-1-4-1, un système que je trouve assez compact. Oui, parce que là, on a l'impression qu'il y a un seul au milieu de terrain, mais en fait, il y a 5 personnes au milieu de terrain. C'est un peu comme le 4-5-1. Et c'est un système que, voilà, c'est vrai qu'avec ce système, il est difficile de faire beaucoup de buts. C'est vrai qu'on est dans son milieu de terrain, mais l'animation offensive n'est pas trop ça. Bon, c'est beaucoup plus un système de jeu on adopte lorsqu'on rencontre une équipe un peu plus solide. Donc, si on veut faire beaucoup de buts, je pense que c'est mon avis, le système 4-1-4-1 n'est pas approprié pour une équipe, par exemple, comme la Namibie. On peut opter sur ce genre de système quand on joue, par exemple, contre une équipe comme, je sais pas, comme la France, comme l'Allemagne, un système qui est beaucoup plus compact parce que ça ressemble au 4-5-1. Et on fait d'abord bloc derrière et au milieu, on densifie le milieu de terrain et l'attaque, on peut laisser seulement une seule personne en pointe. Donc, si on veut faire beaucoup de buts, on doit jouer avec 3 attaquants. C'est-à-dire que un système pour faire beaucoup de buts, il faut jouer avec un 4, avec je vais dire un 4-3-3. Là, on peut faire beaucoup de buts, mais un système 4-1-4-1 est beaucoup plus défensif. Donc, de toutes les façons, Marc Brice a opté pour ce système de jeu. Il a certainement ses raisons. Et au goal, on avait André Onana et la ligne défensive à gauche, on avait Noutolo, défenseur central gauche, on avait Christophe Owo, défenseur central droit, on avait Michael Ngande et défenseur central latéral droit de l'autre côté, on avait Tchatchoua et on a joué donc avec une sentinelle. En milieu défensif, on avait Carlos Baleba qui s'est beaucoup projeté vers l'avant, j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, les 4 suivants, c'est-à-dire que la troisième ligne, on avait à gauche Christian Bazogok. Et au milieu de terrain gauche, on avait Zamboanguissa. Ensuite, on avait Onla. Et de l'autre côté, à droite, on avait Brian Mbeumo. Et en pointe, donc, Aboubakar Vincent. Donc, Marc a opté donc pour ce système de jeu 4-1-4-1. Et comme remplaçant, voilà, Noutolo n'a pas pu jouer longtemps parce que je crois qu'il a eu une blessure au niveau de la cuisse. Il n'a pas pu continuer. Donc, il a été remplacé par Guy Kilama, voilà, qui a assuré, voilà, et qui a joué, qui a fait son taf. Et c'était suffisant, n'est-ce pas, pour la victoire. Et ensuite, donc, comme deuxième remplaçant, on avait Koudou qui est entré à la place de Bazogok. Et enfin, Evan Neyo qui est entré à la place de Onla. Le but camerounais a été inscrit à la 65e minute par Vincent Aboubakar. Voilà, il a eu quelques occasions et il a concrétisé une. Il y a une autre occasion qui était une occasion franche de but où il reçoit un ballon, n'est-ce pas, du côté droit. Je pense que le ballon venait de Brian Bemo et voilà, je sais pas, il a ouvert le pied gauche et voilà, tout attaquant aurait fait pareil. Bon, un autre attaquant pourrait peut-être se décider de lober ou alors de faire encore un contrôle pour s'excentrer un peu avant de mettre avec le pied gauche. Mais de toutes les façons, le pied gauche ce n'est pas son bon pied. Il a donc fait ce qu'il pouvait. Il a ouvert le pied, il a mis le ballon à plat du pied et puis voilà, le gardien a bien anticipé et ce n'est pas entré. Il y a certains attaquants, tu peux bien ouvrir le pied comme ça et puis tu mets, ça passe soit entre les aisselles du gardien ou bien entre les jambes du gardien. Bon voilà, le gardien a bien anticipé, le gardien est bien sorti, donc on ne peut pas accuser Aboubakar Vincent. Donc je dois avouer que Aboubakar Vincent, en mettant ce but, je crois qu'il devait réduire l'écart entre lui et Samuel Eto'o, je crois de 8 ou de 9 buts. Voilà, je vais encore vérifier l'information, mais je crois que l'écart entre les deux jusqu'ici était, je pense, 11 buts. En mettant les deux buts, il devait être à 9 buts d'écart, n'est-ce pas, pour atteindre le record, n'est-ce pas, ou alors pour casser le record de Samuel Eto'o. Mais voilà, les dieux du football n'ont pas permis, il n'a pas marqué le deuxième but. Mais sinon, voilà, c'est le seul but que le Cameroun a inscrit contre la Namibie. Bon, je vais également dire quelque chose par rapport à la pelouse. Ouais, j'ai observé la pelouse et l'état de la pelouse n'était pas bonne. Il faut le reconnaître. Il était difficile de développer le jeu dans ce terrain. C'était extrêmement difficile. Et voilà, j'ai observé plusieurs rebondissements au niveau du stade lorsque le ballon, en fait, c'était pas facile, le jeu n'était pas fluide, on avait les difficultés, les joueurs avaient les difficultés à développer, que ce soit dans notre camp, que ce soit dans le camp adverse. Donc, je pense que le stade soit n'est pas bien entretenu, ou alors, je sais pas, ce stade a un problème, c'était difficile de développer. Je ne comprends pas pourquoi on a plusieurs stades au Cameroun et
un match aussi important, je ne vois pas, je n'ai pas trop vu l'utilité de faire jouer ce match à Garoua. Oui, donc on me dit oui, c'est parce que voilà, tu critiques Samuel Eto'o. Non, il ne sait pas de ça qu'il s'agit. J'essaie d'être objectif. Le stade où le match s'est joué n'était pas un stade, je veux dire, le stade n'était pas praticable, c'était pas beau. Je veux dire, il était difficile de développer. On a les stades, par exemple, comme le stade de Fandena, où les gars sont habitués à jouer les matchs internationaux là-bas. Je ne sais pas pourquoi le match a été planifié à Garoua. Voilà, les dessous de la planification, je n'en sais rien. En fin de compte, le plus important, c'est la victoire. Que ce soit à Douala, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Garoua, le plus important était la victoire. Donc, maintenant, je vais passer à la performance donc, de chaque joueur. Je vais donner mon avis par rapport à la performance de chaque joueur. Oui, il y a eu certains qui se sont démarqués. Donc, commençons par le gardien de but, André Onana. Oui, Andrew n'en a pas vraiment eu beaucoup à faire dans ce match. Il n'a pas reçu trop de tirs et l'équipe namibienne n'était pas aussi dangereuse. Elle se battait, elle développait et elle avait beaucoup de respect pour l'équipe nationale du Cameroun. Andrew n'en a pas eu vraiment de difficultés, n'est-ce pas? Il n'y avait pas des attaquants percutants, il n'y avait pas de frappes à distance, il n'y avait presque rien. Mais sinon, Andrew Onana, comme d'habitude, il a été impeccable dans ses relances, dans son positionnement, dans son charisme, dans sa responsabilité de leader. En tout cas, il a eu une très belle performance. Il n'y a rien à dire par rapport à la performance d'André Onana. On avance donc avec le latéral droit, Tchatchoua. Tchatchoua a fait son match. Et il a beaucoup apporté offensivement comme défensivement. Le seul problème que j'ai avec Tchatchoua, c'est que surtout dans son apport offensif, une fois il a fait le grand travail, arrivé, j'ai l'impression qu'il a un petit problème au niveau de la finition, au niveau de la dernière passe. Parce que si un latéral se projette vers l'avant, il doit pouvoir être aussi très intelligent dans la dernière passe. Parce que plusieurs latéraux jouent maintenant comme des milieux de couloir. Les latéraux modernes jouent comme des milieux de couloir. Et un milieu de couloir, c'est celui-là qui a la capacité, n'est-ce pas, de faire la dernière passe pour permettre aux attaquants ou aux avant-centres de marquer. Et je crois qu'il a un problème au niveau de sa dernière passe, au niveau de ses centres. Il n'y a pas de précision dans ses centres. Il a manque d'inspiration lorsqu'il s'agit donc de la dernière passe. Or, c'est à ce niveau qu'on fait des buts. C'est pour ça qu'on n'a pas vraiment vu de bons retraits avec précision sur quelqu'un comme Abaka Vincent qui joue bien de la tête. Donc, c'est la seule chose que je peux reprocher à Tchatchoua. Mais sinon, il a joué comme un piston. Il montait, il descendait. C'est exactement ce qu'on attendait de lui. Bravo à Tchatchoua. Corrige juste les petits éléments que je viens de mentionner. Je pense que tu es en train de prendre ta place de titulaire dans cette équipe. Voilà. Donc, je vais continuer donc avec Christopher Woki, qui était le défenseur central gauche. Il était l'homme du match. Mes félicitations à toi. Il a fait un bon match, comme d'habitude. Dans la relance, il était magnifique. Dans les duels aériens, là, il était présent. Il n'avait pas peur des attaquants. Il était vraiment robuste. Il a été là dans les grands rendez-vous, dans les duels. Il était là. Il s'est imposé. Surtout, son calme dans la relance m'a beaucoup impressionné. Voilà. Et il n'y avait pas de problème à faire confiance à ses milieux de terrain. Et j'ai beaucoup apprécié. Même dans les corners, il allait provoquer. Il allait vers l'avant et tout. J'ai beaucoup aimé. J'avance donc avec le deuxième défenseur central, c'est-à-dire le défenseur central droit, notamment Michael Ngande. Michael Ngande a fait un assez bon match, en tendant vers un match moyen. C'était pas trop ça, il n'était pas au top de sa forme. Ngande, j'ai remarqué, j'ai l'impression qu'il a beaucoup mangé, il était un peu lourd, il était lent. Voilà, j'avais l'impression qu'il avait un peu peur. Je ne sais pas s'il a un problème avec son fitness actuellement. En tout cas, il était un peu trop en retard dans ses actions. Il a fait également beaucoup d'erreurs dans la relance. Donc, c'est la seule chose que j'ai constatée avec Mike Ngande. Il n'était pas au top de sa forme. En tout cas, Mike Ngande ne peut plus que ça. Donc, voilà, il faut aussi savoir que, voilà, là, il est déjà en train de, voilà, l'âge, et il commence à être vieux. Il va falloir déjà, je m'adresse maintenant au staff, voilà, à Marc Brice, déjà, il faudra trouver une solution parce que Ngande ne va plus jouer longtemps et ça se voit. Il pèse déjà un peu, il est un peu lent dans la relance, contrairement aux joueurs comme les Christopher Woki qui ont encore l'énergie, qui sont jeunes, qui ont la fougue, qui vont vers l'avant, qui provoquent et qui sont présents dans les duels. Donc voilà, mais sinon pour Ngande c'était assez bon. Et oui, on n'a pas pris de but et voilà, Christopher Woki ne jouait pas seul à l'axe.
il jouait en défense centrale avec Michael Ngande. Donc s'il n'y a pas de but, ça veut dire qu'ils ont fait leur job. C'était suffisant pour ce match. Mais si dans un match un peu plus compliqué, dans un match où l'adversaire sera un peu plus coriace, je pense que Michael Ngande aura de sérieux problèmes. Il doit revoir son fitness, il doit revoir également voilà, sa vitesse d'exécution de ses actions. Dès que j'ai fini avec Mike Ngande, je vais maintenant du côté gauche avec Noah Tolo qui est pendant qu'il était sur le stade, pendant qu'il était sur le stade, il a fait son match, il a fait ce qu'il fallait, il était présent comme d'habitude, combatif comme d'habitude, avait la volonté comme d'habitude, mais malheureusement il s'est blessé et puis voilà, il a été donc remplacé et voilà, son remplaçant a fait le travail, son remplaçant a fait ce qu'il fallait faire et c'est le plus important. On n'a pas pris de but, ça veut dire que la défense, la ligne défensive a fait son boulot. Donc voilà, quand j'avance d'un cran avec notre sentinelle Carlos Baleba, waouh, c'est tout simplement fantastique. C'est une chance pour le Cameroun, vraiment. C'est un bonheur pour notre football. Ce jeune homme est impeccable, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu un défenseur, un milieu de terrain qui joue sans. Il n'a presque pas perdu de ballon. J'ai vu peut-être une ou deux pertes de balles dans tout un match. C'est incroyable. Ce jeune homme a le cardio. Il est partout. Il est présent. En fait, c'est pour moi, hein, je pense que Marc-Vivien Foé est de retour dans la tanière et je pense même que c'est la version moderne de Marc-Vivien Foé. C'est comme si on a mis Alessandro Son et Marc-Vivien Foé ensemble, on a mis dans un joueur. Ce jeune homme, il va jouer au football. Il n'a que 20 ans, il y a le patron du milieu de terrain camerounais. C'est tout simplement incroyable. Je pense qu'avec des joueurs comme Zambouangi, ça et tout, je pense qu'on aura dans les prochaines semaines, les prochains mois, un très très bon milieu de terrain parce que je dois dire que ce milieu, ou alors Carlos Baleba est entré dans ce milieu de terrain, ça ne fait même pas encore, je pense que c'est leur troisième match. Et vraiment, ce que nous voyons là, c'est tout simplement waouh. C'est tout simplement waouh. C'est un très bon joueur, Carlos Baleba, pour moi. Il était le meilleur de l'équipe nationale hier. Mais voilà, les autres, ou alors voilà, ceux qui choisissent, n'est-ce pas, l'homme du match, ont décidé de donner voilà, le trophée de l'homme du match à Christophe Owo. Ils savent comment ils regardent, ils savent sur quels paramètres ils sont appuyés. Mais je pense que Carlos Baleba est pour moi l'homme de ce match. Oui, il a fait un très très bon match et je vais seulement l'encourager à ne pas dormir, n'est-ce pas, sur ses encouragements. Continue à travailler. Tu n'as que 20 ans, Carlos Baleba. Tu continues à travailler. Tu vas jouer au haut niveau. Ça, c'est sûr. Tu risques de finir même au Real de Madrid parce que vraiment, ton volume de jeu est impeccable. Ton volume de jeu, vraiment, ce genre de talent, on a ça chaque 50 ans. Donc, Carlos Baleba, continue avec, voilà, avec ce que tu nous fais beaucoup de bien. Tu fais beaucoup de bien à l'équipe nationale du Cameroun. Tu fais beaucoup de bien au milieu de terrain camerounais. Ça nous aide beaucoup. On n'a plus de problème à poser le jeu, à développer, à faire des passes. Les attaquants ont constamment les ballons. Quand on regarde même la passe que tu fais qui provoque le but, c'est incroyable, c'est impeccable. Non seulement tu récupères, tu bats et puis tu relances avec un calme, avec une sérénité qui ne dit pas son nom. J'ai été vraiment impressionné par ton talent, Carlos Baleba. Désolé d'être un peu long sur les qualités de Carlos Baleba, mais quand quelqu'un te dépasse, il faut porter son sac. Vraiment, bravo encore à Carlos Baleba. Dès que j'ai fini avec Carlos Baleba, j'avance donc avec la troisième ligne. Du côté gauche, on avait Bazogok. Je dois avouer, Bazogok, moi je ne l'aurais pas titularisé. J'aurais plutôt titularisé Koudou et puis faire Bazogok finir le match. Vraiment, Bazogok a fait un très mauvais match. Il ne m'a pas du tout convaincu et je n'ai vu aucun centre, je n'ai vu aucune frappe, je n'ai vu aucune percussion, il n'a pas provoqué, même défensivement, il n'a pas beaucoup aidé. Donc je vais dire, pour moi, Bazogok était vraiment, pour moi, il avait la plus mauvaise note du match. C'est mon avis. Hein. Donc, lorsqu'il est fini avec Bazogok, j'avance donc avec Onla, qui est le deuxième joueur donc, de la troisième ligne de notre équipe. Onla qui a fait un assez bon match. Mais je n'ai pas vu une passe dangereuse qui a cassé les lignes de l'adversaire. Je n'ai pas vu... Il est très combatif, on l'a, mais il n'est pas créatif. Donc, quand il a fini de combattre, il a récupéré le ballon. Il a les difficultés à faire quelque chose d'extraordinaire. Oui, parce qu'on a vu, quand on regarde par exemple la passe qui provoque le but de Carlos Baleba, voilà comment un milieu de terrain doit se projeter. Récupération rapide, tu lèves la tête, tu observes. Est-ce que j'ai le milieu de couloir qui est libre? J'ai le coup de pied, allez, je balance, je change, ou alors je fais une passe dans l'intérieur, Ara, pour l'attaquant et tout. Bref,
on a un peu manque de créativité. Et même dans la construction de jeu, il a un peu des problèmes hein, pour la relance, pour la construction de jeu. Or, un milieu de terrain, c'est ça, c'est la construction de jeu. Je viens chercher, je lève la tête, je regarde, j'apporte voilà, le calme dans le jeu. Si le milieu de terrain si le milieu de terrain n'est pas, voilà, si en tant que milieu de terrain, tu ne peux pas poser le jeu, tu ne peux pas organiser le jeu, tu n'as pas ta place dans cette équipe. Bon, je pense qu'on l'a, c'est ça, il sait qu'il a encore beaucoup à faire. Le calme quand tu récupères le ballon, faire preuve de créativité et puis pour pouvoir alimenter les attaquants. Parce que tu n'as pas joué, tu n'étais pas milieu défensif, tu étais 8 avec Zambo Anguissa. Donc, du coup, votre responsabilité, c'était de vous occuper de l'animation offensive. Mais je n'ai pas vu une passe qui a cassé les lignes pour un attaquant. Donc, il faut beaucoup travailler dans ce sens. Quand il finit avec on là, je passe donc à Zambo Anguissa. Zambo Anguissa, oui, pendant le match, il était de temps en temps perdu. Je dois le reconnaître. Peut-être parce que Carlos Baleba a un volume de jeu trop élevé, si bien qu'on a du mal à voir la performance de Zambo Anguissa et de Onla. Mais je pense que Carlos Baleba, à un moment donné, il faut aussi savoir que voilà, même la machine se fatigue. Il y a des moments où la machine doit prendre, on fait la pause avec les machines et on fait l'entretien. Donc, du coup, il faut de temps en temps, il ne faudrait pas que Zambo Anguissa ne se donne plus à 100% à fond parce que Carlos Baleba fait du bon travail. Dans les matchs plus solides, plus difficiles, contre les adversaires coriaces, et seulement Carlos Baleba, ça ne va pas suffire. Donc, j'attire encore l'attention de Zambo Anguissa. Il doit faire preuve encore de plus de combativité. On doit plus le voir parce qu'il y a trois milieux de terrain. Il y avait Zambo Anguissa, il y avait Onla et il y avait Carlos Baleba. Les trois, on doit les voir au charbon. On doit les voir mouiller le maillot. Et ce n'était pas trop ça. Donc, il n'était pas Zambo Anguissa n'était pas trop présent comme d'habitude. Il n'a pas vraiment fait un ballon dangereux pour l'adversaire. Il a eu 2 ou 3 ballons où il pouvait bien garder le ballon, chercher le support, peut-être, ou bien mettre le ballon pour l'attaquant. Il l'a pas fait. Il y a un ballon où il a reçu, je ne sais pas ce qu'il voulait faire. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire. Pourtant, c'était un ballon que s'il avait couvert le ballon, chercher la remise, ça pouvait être dangereux. De toutes les façons, il a fait beaucoup d'erreurs dans l'animation offensive. Mais je vais dire, son jeu était moyen, était assez bon et c'était suffisant pour la victoire. Comme j'ai dit, si l'adversaire, quand on va rencontrer une équipe coriace, ça serait extrêmement difficile. Il va falloir donc que Zambo Anguissa, n'est-ce pas, se remettre rapidement. Je n'ai vu aucun ballon que Zambo Anguissa a cassé la ligne pour un attaquant. Or, il était milieu offensif, il était 8. C'est ça, c'est son taf. Nourrir les attaquants, c'était pas trop ça. Quand j'ai fini avec Zambo Anguissa, j'avance avec Bryan Mbeumo. Bryan Mbeumo, oui, il a eu quelques percussions, pas plus ou moins intéressantes, mais dans l'ensemble, il était lent dans l'exécution de ses actions. J'avais l'impression que ses jambes étaient lourdes. Il a eu 1 ou 2 frappes cadrées pendant tout le match et tout. Bref, c'était pas trop ça. Je n'ai pas vu le Bryan Mbeumo d'habitude. Même en championnat, il est déjà à 3 buts. On n'a pas trop vu ça. Et défensivement, il n'a pas trop aidé. Oui, il faut aussi reconnaître que Bryan Mbeumo, ce n'est pas un milieu de couloir qui bat beaucoup. Non, lui, il garde son énergie normalement pour attaquer. Et c'est de bonne guerre. Ce n'est pas tous les milieux de couloir qui se donnent à fond pour aider son latéral. Bref, c'était pas trop ça, Bryan Mbeumo. Ta performance de Bryan Mbeumo était assez bonne. Mais c'était suffisant pour la victoire parce que il a fait celui qui fait la passe de but, je peux le dire, parce qu'il frappe et le gardien renvoie avant que Aboubacar Vincent ne mette ça dans le filet. Et le deuxième ballon aussi, il fait une bonne passe transversalement à Aboubacar Vincent, mais Aboubacar Vincent qui ne concrétise pas. Lorsqu'il est fini avec Bryan Mbeumo, j'avance avec Aboubacar Vincent. Aboubacar Vincent, je dois avouer, vu son âge, maintenant il fait preuve d'expérience, il joue sur le positionnement, il joue maintenant beaucoup plus avec la tête et il est adroit, c'est le plus important et c'est ce qu'on veut d'un attaquant. C'est vrai qu'avec un peu de vitesse, ça devait être encore parfait, mais voilà, il ne peut plus être rapide comme quand il avait 19 ans. Donc voilà, il a fait l'essentiel en marquant le but de la victoire. Il a été absent tout le match. Et il n'a pas vraiment reçu de ballon dangereux venant de ses milieux de terrain. Il a eu 2 occasions franches de but. Il a mis une au fond des filets et l'autre, il a raté un face-à-face. Voilà, il a été buteur. C'est clair, ce sont des faits. Mais la performance de Aboubacar Vincent était passable. Même s'il avait marqué le deuxième but, pour moi, sa performance était passable parce qu'il n'était pas vraiment trop présent. Il n'a pas pesé sur la défense namibienne. Voilà. Donc, en gros, le jeu
des lieux indomptables face à la Namibie n'étaient pas vraiment fluides. J'avais l'impression que les gens me pesaient. Il faut aussi le reconnaître, ce n'est pas facile de pouvoir développer quelque chose d'intéressant, non seulement sur une pelouse comme celle-là, et avec la température aussi, et le climat qui règne dans la tanière, avec les tractations un peu de partout, avec le désordre et tout ça, c'est extrêmement difficile. Vraiment, jouer dans ces conditions, c'est extrêmement difficile. Je pense que jusqu'ici, si les psychologues des lieux indomptables du Cameroun n'étaient pas actifs, je pense qu'actuellement, ils ont du travail à faire, ils ont beaucoup à faire pour muscler le moral de ces gars, pour travailler sur voilà, sur le mental de ces gars, parce qu'actuellement c'est extrêmement difficile. On ne peut pas vous tirailler par-ci par-là et puis vous arrivez au stade et voilà, vous jouez votre jeu. C'est extrêmement difficile. Donc, comme j'ai dit tantôt, sur la pelouse, c'était difficile de développer un beau jeu, c'était extrêmement difficile, la température n'était pas également favorable. Donc, dans ces conditions, il est extrêmement difficile de nous servir un match intéressant. Donc, en gros, le match n'était pas très beau à voir, il faut le reconnaître. Si je fais une comparaison avec les précédents matchs, le match contre la Namibie n'était pas très beau à voir. Mais comme j'ai dit, le plus important, c'était les 3 points parce qu'on veut d'abord, on veut se qualifier. C'est vrai que les problèmes internes que nous avons, nous pouvons les régler avec le temps. Mais le plus important, c'était d'abord de prendre les 3 points et ensuite on verra comment ça va se passer. Et quand j'ai fini de parler de la performance des joueurs, je veux parler également de la performance du coach. Oui, je dois avouer que Mahabris, au fur et à mesure que le temps passe, Mahabris ne fait que convaincre, ne fait qu'entrer dans le cœur des Camerounais. Moi, déjà, je suis d'accord avec lui, je suis de tout cœur avec lui. Vraiment, sa sérénité est impressionnante. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas savoir, quand on le voit au stade, on ne peut pas savoir qu'il y a actuellement un conflit qui le lie un conflit entre lui et le ministère contre la FECAFOOT. Moi, je vais dire, sa sérénité est impressionnante. Son professionnalisme n'est plus à démontrer. C'est-à-dire que quand il se place même sur le banc de touche avec le staff de la FECAFOOT, on ne peut même pas imaginer qu'il y a un conflit. Il essaie de tout faire pour être professionnel. Pour lui, son objectif est clair. Lui, son objectif, c'est la victoire. Quel que soit ce qui se passe, quelle que soit la personne qui est assise sur le banc de touche, ce n'est pas son problème. Il reste focus sur ses poulains, sur son équipe, sur son système de jeu et tout. Vraiment, c'était impeccable. Il a fait des remplacements efficaces des remplacements qui interviennent au bon moment et au bon endroit. C'est-à-dire que les 3 joueurs qui ont été remplacés c'était vraiment utile. Quand je pense par exemple au remplacement de Noho Tolo, au remplacement de Onla et au remplacement de Bazogor, c'était vraiment efficace. Quand on a vu comment le match a changé de phase, il y a eu un peu de vitesse dans le jeu lorsque Koudou est entré à la place de Bazogor, lorsque Ivan Neyou est entré à la place de Onla, c'était parfait. Et je dois avouer, je dois reconnaître que vraiment Mahabris, je suis impressionné par sa bonne collaboration avec les footeurs de trouble, que ce soit du côté du MINSEP, que ce soit du côté de la FECAFOOT. Je veux dire, ce comportement ou alors cette collaboration est vraiment à féliciter. Vraiment plus professionnel que ça n'existe pas. Et je dois également dire que c'est vrai qu'il a utilisé le 4-1-4-1, comme j'ai dit, normalement, face à un adversaire comme la Namibie, le système 4-1-4-1, je n'aurais pas choisi ce système, parce que si tu veux jouer contre une équipe que tu sais que tu es supérieur à cette équipe, je pense quand même que voilà, tu ne viens pas pour défendre, tu viens pour provoquer, pour faire des buts. Donc, il a un peu respecté la Namibie, d'où il a utilisé le système 4-1-4-1. Et le résultat, donc, est le reflet du système de jeu, parce qu'un système 4-1-4-1, évidemment, c'est difficile de faire beaucoup de buts. C'est pour ça que voilà, le match est fini 1-0. Donc, voilà. Et sa philosophie de jeu, son classement, son système de jeu, tout ça, voilà, ça a été efficace. Cette efficacité ou alors cette philosophie de jeu nous a permis de remporter les 3 points. Oui, quelqu'un d'autre, par exemple, pouvait ne pas titulariser Abaka Vincent. Quelqu'un d'autre, peut-être, pouvait ne pas titulariser, faire entraîner You lorsque on l'a été fatigué. Donc, je vais dire, il y a plusieurs combinaisons, mais il sait ce qu'il veut. Il a une philosophie. Et on voit malgré les difficultés, malgré la pelouse, malgré la température et tout, on a vu quand même les gars qui essayaient de développer, qui faisaient des passes. C'était pas très beau à voir le match, mais on a quand même vu une équipe qui avait envie de jouer, qui avait envie de gagner. C'est le plus important. Je précise encore, malgré la situation dans laquelle la tanière se trouve, malgré les conflits qui existent actuellement. Donc je pense que Mahabris est à sa place et il faut tout simplement qu'on le laisse bosser. Il a fait un bon match. Il est déjà à 4 matchs.
3 victoires, 1 nul. C'est tout simplement magnifique. Ou bien je me trompe. Non, 3 matchs, 2 victoires, 1 nul. C'est tout simplement magnifique. On espère que dans les prochains jours, il va donc enregistrer sa 4e victoire. Maintenant, par rapport au conflit entre le MINSEP et la FECAFOOT, je vais également donner mon avis par rapport à ça. Je dois également dire que c'est un conflit qui fait beaucoup de mal au football camerounais. Il faut le reconnaître. C'est un conflit qui n'honore pas le Cameroun, je peux dire même qui risque de détruire la carrière des footballeurs camerounais. C'est très dangereux ce qui se passe actuellement. Et je ne sais pas si on peut encore prendre la Fédération camerounaise de football au sérieux. Et je ne sais pas si on se rend compte de ce qu'on est en train de faire du football camerounais. Ce conflit nous perd énormément de temps. Et les Lions ne gagneront pas toujours dans ces conditions-là. Il y aura des équipes qui vont nous présenter nos limites. Parce que le match, on joue comme on s'organise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mal s'organiser et espérer gagner un match. Le match se gagne d'abord dans l'organisation. Quand il y a tout un désordre comme ça, le mental des gars, c'est parce que nos gars, les Lions sont, je veux dire, c'est une équipe à part en fait. C'est-à-dire que dans ces conditions, il est difficile de gagner. Donc, ça ne va pas toujours, ça ne sera pas toujours en notre faveur. Donc, j'interpelle encore les fouteurs de troubles de se ressaisir et de savoir qu'il s'agit là, l'équipe nationale du Cameroun, ce n'est pas la propriété privée de quelqu'un. L'équipe nationale du Cameroun, les lieux indomptables, c'est la propriété du Cameroun. Je veux dire, l'équipe nationale du Cameroun appartient au Cameroun. Donc, je veux dire, il n'y a pas, je veux dire que ce n'est pas comme si l'équipe nationale du Cameroun appartient au MINSEP ou bien appartient à la FECAFOOT. Je pense qu'il est temps que les deux protagonistes s'asseyent et arrêtent ce conflit qui ne nous honore pas notre pays. Mais est-ce qu'il n'y a pas de chef dans ce pays? Mais je pense pas. Je pense quand même que dans une maison, quand il y a trop de désordre, quand il y a un conflit entre les enfants, je pense que le chef de famille est là pour de temps en temps taper la main sur la table et arrêter le massacre. Je pense à un moment donné, c'est trop, c'est trop. Je pense que ça prend déjà des proportions qui ne sont plus saines pour notre pays. Donc, il ne faudrait pas que ce conflit se transforme en guerre civile. Parce que quand j'observe la façon que ce conflit divise les Camerounais, ça peut se transformer très facilement en guerre civile. Il faudrait que les autorités fassent très très attention par rapport à ce qui se passe. Il faudrait que la FECAFOOT fasse très très attention par rapport à ce qui se passe. Je dis, ça peut partir d'une boule d'air, ça devient n'importe quoi dans le pays. Ça, c'est ma lecture de la situation. Parce que les Camerounais sont divisés. Je dis même dans des familles, les familles se divisent à cause de cette histoire. Vraiment, il est temps que le chef de famille, le chef du gouvernement, celui qui dirige le Cameroun, il est temps qu'il tape la main sur la table et met un terme, n'est-ce pas, à ce désordre. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ou alors c'est fait exprès pour distraire les Camerounais. Je pense quand même que le Cameroun est dirigé. Il y a un président à la tête de ce pays. Et je pense que dans un pays, lorsqu'il y a déjà ce genre de conflit, la seule personne qui est capable de mettre un terme à ce genre de conflit, c'est le président de la République. Et il est temps vraiment que le président de la République se penche sur cette thématique. Parce que moi, je pense, quand j'observe la situation en regardant même autour de moi, vraiment, c'est en train de diviser les Camerounais. Et cette histoire peut se transformer en guerre civile. Et il faut éviter ça. Il est temps, ça c'est le moment où l'administration territoriale, le Premier ministère, la présidence de la République doivent se pencher sur ce problème, sur ce conflit. Parce que je pense que ça a déjà trop duré et il est temps qu'on mette un terme à ça. Je pense qu'il est temps que le gouvernement prenne ses responsabilités et mette un terme à ce conflit. Le gouvernement est la tutelle de la FECAFOOT et le gouvernement a la capacité, a le droit, a le pouvoir de faire asseoir la FECAFOOT, lui dire que voilà comment ça va se passer. Oui, tout en respectant également les tests. Parce que je pense que ce conflit a déjà trop duré et il est temps qu'on mette un terme à ce conflit. Parmi les deux protagonistes, que ce soit du côté du MINSEP, que ce soit du côté de la FECAFOOT, je pense que un côté ou alors un camp doit faire profil bas. Et pour résoudre ce conflit, si tout le monde fait la grosse tête, si les deux camps font la grosse tête, il sera difficile de résoudre ce problème. Et étant donné que le porteur est capricieux, étant donné que l'État ne s'agenouille pas, étant donné que l'État c'est l'État, l'État doit démontrer, n'est-ce pas, son autorité, doit démontrer son pouvoir. Je pense que la FECAFOOT, n'est-ce pas, doit faire profil bas, faire certains compromis, n'est-ce pas, pour la résolution de ce conflit, de cette crise. Ça ne peut pas continuer comme ça. Sinon, les Lions indomptables du Cameroun ne seront pas les seules victimes. Leurs cadets seront également victimes. Les U20 seront également victimes. Il faut rapidement résoudre ce conflit.
Et comme j'ai dit tout à l'heure, ce conflit peut rapidement devenir une guerre, peut se transformer en guerre civile. Il faut faire extrêmement attention. Ce conflit divise beaucoup les Camerounais. Donc, l'État doit démontrer son autorité. Donc, l'État ne peut pas se mettre à genoux. Donc, il va falloir que la FECAFOOT fasse profil bas et revienne au bon sentiment. Oui, comme j'ai dit, le porteur est capricieux et la FECAFOOT doit comprendre ça et faire des compromis. C'est très important, sinon on ne sortira jamais de l'auberge. Oui, et je dois également dire quelque chose par rapport à l'entrée maladroite en scène des U20 dans ce conflit. Dans un pays normal, il y a ce qu'on appelle le respect de la hiérarchie. Je pense que la FECAFOOT a fait une erreur grave de faire les U20 entrer en scène en posant cet acte. Je pense que c'était une erreur. Premièrement, c'est un manque de respect criard pour la carrière des Lions indomptables seniors. Et ça va créer un conflit entre les lions seniors et leurs cadets. C'est très, très... Ça veut dire qu'il faut faire extrêmement attention. Parce que les lions indomptables du Cameroun sont notre... Voilà, les lions indomptables du Cameroun sont convoqués. Ils se déplacent, ils viennent jouer. Et leur carrière... En fait, ils prennent des congés dans leur club. Actuellement, les championnats ont commencé partout. Oui, mais ils laissent leur club, n'est-ce pas, pour venir représenter l'équipe nationale du Cameroun. Arrivé au Cameroun, on sollicite les U20. Moi, je vois ça comme une menace. Je vois ça comme un manque de respect pour la carrière de ces professionnels. Ce sont des professionnels, ce sont des pères d'enfants, ce sont des responsables. Donc, il faut faire extrêmement attention. On ne peut pas traiter, on ne doit pas traiter des professionnels comme si on traitait des gars au quartier. Non, non, non. Ça, c'est créer un conflit dans le conflit. Est-ce que la FECAFOOT a pensé un peu aux représailles? Qu'est-ce qui va se passer avec ces U20? Qu'est-ce qui va se passer avec ces U20? S'il arrive qu'ils soient interrogés ou alors si les autorités camerounaises interpellent ces jeunes des U20 là, est-ce qu'il a pensé à ça? Est-ce qu'il sera là pour les protéger? Il faut faire extrêmement attention. Je pense que c'est une erreur d'appeler les U20 pour remplacer les lions seniors. Ça ne se fait pas. Je n'ai jamais entendu ça. On peut faire ça si peut-être les lions indomptables ont eu un accident, tout le monde est décédé. Oui, là maintenant on peut appeler rapidement l'équipe réserve, l'équipe A prime ou bien les moins de 20 ans. On peut le faire. Mais voilà, ils sont là, ils sont convoqués, ils sont à l'hôtel et tout. Au lieu de chercher à résoudre le problème, on leur fait plutôt du chantage, on leur fait des menaces. Je pense que c'était une solution maladroite de la part de la FECAFOOT. Et les parents de ces jeunes, des U20, est-ce qu'ils n'ont pas de personnalité? Parce que moi, si mon fils est dans les U20, on l'appelle de cette façon, avec un tel conflit, dans un tel climat, je vais trouver un prétexte pour que mon enfant ne parte pas. Oui, je veux que mon fils soit pro, je veux que mon fils joue au football et tout, mais il ne va pas entrer dans n'importe quoi. Parce que ça peut détruire sa carrière. Il faut faire extrêmement attention. Ce n'est pas sa catégorie. Aller jouer contre la Namibie, ce n'est pas sa catégorie. Ils sont encore très jeunes. Normalement, les parents de ces U20 doivent protéger leurs enfants. Donc, je ne sais pas comment un parent peut accepter ça. C'est toujours parce qu'on veut gagner de l'argent ou bien c'est quoi en fait l'objectif? Il y a tout un conflit comme ça. Pourquoi laisser mon enfant entrer dans ça? Non. Non. Si les Lions seniors ne peuvent pas jouer, on annule le match. Il ne faudrait pas prendre les U20 venir les insérer. Parce que même ces U20 là, qui devait payer les primes des U20? C'est toujours l'État qui paye les primes. Je ne comprends pas quelle est la logique derrière d'appeler les U20 pour remplacer les Lions seniors. Ça n'a aucun sens. Donc je m'adresse aux parents de ces U20. Vraiment, faites preuve de personnalité. Oui, le pays est difficile. Oui, on se bat, on cherche l'argent. Oui, mais il faut faire attention. Ne mettons pas nos enfants dans n'importe quoi. Oui, donc faites preuve de personnalité et protégez la carrière de vos enfants, chers parents. Donc punir les professionnels de cette façon, pour moi, c'est une barbarie incroyable. C'est une barbarie incroyable. Je n'ai jamais entendu ça. Qui pouvait avoir le courage, qui pouvait le faire quand Samuel Eto'o jouait encore au football? Quelle autorité pouvait poser ce genre d'acte au temps de Samuel Eto'o? Personne ne pouvait faire ça. Personne ne pouvait faire ça. Donc moi je pense que cet acte est un acte destructeur pour notre équipe nationale. Ce n'est pas bien. Il y a certainement certaines personnes à cause de ça ne vont même plus jamais accepter à une convocation pour l'équipe nationale. Parce que ce n'est pas possible. Je ne peux pas donner, je veux dire, je ne peux pas accepter une convocation. J'arrive, on me remplace par
par mon petit frère. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et moi, je vois ça même comme des menaces à la limite. Ça, c'est menacer des professionnels. Des gars sont des professionnels, sont des pères d'enfants, sont des responsables. Ils arrivent pour représenter l'équipe nationale du Cameroun. Vous leur dites que si vous ne voulez pas jouer, on va mettre vos cadets. Ça n'a pas de sens. C'est du chantage, de la menace. Et c'est très grave. Ce genre d'acte, on ne doit pas permettre ça. Même si c'est le président de la FECAFOOT, non, il ne faut pas accepter ce genre de choses. Je pense que plus tard, lorsque tous ces matchs vont passer, il va falloir qu'on se rasseye et on en parle. Je vais encore faire une vidéo là-dessus parce que ça ne peut pas, je vais dire, ce n'est pas professionnel. Cet acte posé n'est pas professionnel. De la part d'un ancien footballeur, d'un ancien professionnel du football, ça n'a aucun sens. Donc, j'ai fait un constat, c'est que depuis que Samuel Eto'o n'a plus accès au vestiaire des Lions indomptables, on voit des footballeurs dégagés, des footballeurs motivés, on voit des gars vraiment qui ont envie de jouer au football, on voit des gars qui jouent au football, on voit des gars qui font preuve de personnalité, qui ont leur mot à dire, on voit l'ambiance dans la tanière, vraiment ça fait du bien à ces gars. Et je souhaite que ça continue à rester comme ça, qu'on laisse Mabrice faire son travail avec son staff et que M. Samuel Eto'o ne se mêle plus à tout ce qui concerne les vestiaires ou les spécificités, n'est-ce pas, de la tanière. Vraiment que M. Samuel Eto'o reste président de la FECAFOOT et il laisse Mabrice faire son travail. Le vestiaire des Lions indomptables du Cameroun appartient à Mabrice. C'est Mabrice le patron des vestiaires, personne d'autre. Il faut qu'on le laisse travailler. Jusqu'ici, Mabrice a prouvé qu'il le mérite et il faut qu'on le laisse travailler. Bravo encore à Mabrice pour tes belles performances. Merci pour ta personnalité. Merci pour le beau jeu que tu nous offres. Malgré les conditions dans lesquelles nous sommes actuellement, malgré le conflit, tu parviens quand même à gagner des matchs. On voit les Camerounais jouer au football. On voit un système de jeu. On voit une philosophie de jeu. Bref, à Garoua, c'était pas trop ça, mais dans l'ensemble, quand on regarde les 3 matchs, vraiment, notre équipe donne encore espoir. Et avec ça, on est sûr qu'on peut se qualifier. Merci encore pour ta personnalité. Merci pour ce beau jeu que tu nous offres. Bravo aux Lions, n'est-ce pas, pour votre victoire, malgré le désordre qui n'honore pas notre pays. Bonne chance pour la suite. Et vous avez un match dans les prochains jours. Soyez focus sur vos objectifs, chers Lions. Soyez focus sur votre carrière. Ne vous focalisez que sur votre carrière. Ne vous focalisez pas sur ce désordre qui détruit notre pays, qui détruit le football camerounais. Ne cherchez pas à choisir un camp. Non. Non, faites l'effort d'être au maximum neutre possible et à un moment donné, voilà, respectez la hiérarchie et voilà, donc faites votre job dès que vous finissez vos matchs et puis vous rentrez dans vos clubs respectifs. Donc ne vous attardez pas, ne vous focalisez pas sur ces conflits parce que si vous observez ou alors si vous vous focalisez sur ces conflits, vous n'allez rien jouer sur le stade. Donc nous attendons donc 3 points pour le prochain match. Faites-nous rêver, faites-nous jubiler. Moi j'attends, je dois le dire, et c'est avec ce propos que je vais conclure ma vidéo. J'attends avec impatience la fin du mandat de l'instance dirigeante de la Fédération camerounaise de football. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Voilà, si entre-temps, tu as des questions, tu as des suggestions, tu as des critiques, alors n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement sur cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice. On se dit au revoir et à la prochaine. Ciao.